Ce pauvre lycéen est la dernière victime de Truck-kun, et lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans un monde d'isekai, sans savoir qu'il possède un trait caché qui le rend immortel. L'histoire commence dans un monde médiéval d'isekai, où un lycéen nommé Ryu est allongé dans un chalet vide. La cabane ne contient aucun meuble, à l'exception de 2 livres et d'un couteau laissé sur la table. Ryu se lève, ignore ces 3 objets et sort prendre un peu d'air frais. Il regarde autour de lui et ne voit rien d'autre que de hautes montagnes à perte de vue. Il observe alors ses mains et récite la formule * O, viens à moi *, ce qui provoque l'apparition magique d'un petit jet d'eau qui éclabousse dans sa main. Tout a commencé quelques jours plus tôt, lorsque Ryu s'est soudain retrouvé dans un vide blanc et infini. Alors qu'il commence à se demander où il se trouve, l'ange régnant sur ce royaume apparaît et, lisant ses pensées, lui assure que ce lieu n'est pas l'au-delà. L'ange exprime à quel point il est heureux d'avoir enfin un visiteur après tant d'années, mais il montre également sa peine, car Ryu vient tout juste de mourir dans son monde d'origine, après avoir été percuté par Truck-kun. Ryu en est déjà conscient et comprend aussi qu'il va sûrement être réincarné. Il demande alors à l'ange, qu'il surnomme mentalement Ange Michael, ce qu'il devrait faire dans sa prochaine vie. Michael lui conseille de vivre comme il le souhaite. Ryu a toujours voulu vivre une vie lente et ennuyeuse, et après avoir reçu l'approbation de Michael, il se prépare à être réincarné dans le monde rempli de magie connu sous le nom de Phi. Avant de le laisser partir, Michael lui parle davantage du monde de Phi. Selon lui, seulement 20% de la population mondiale sait utiliser la magie, et dans le Kia de Ryu, il possède aussi la capacité de l'utiliser et est le plus compatible avec l'élément de l'eau. Puisqu'il a demandé une vie calme et solitaire, Michael le transporte dans la forêt de Rondo pour vivre seul dans une petite cabane. Michael y a déjà stocké 2 mois de provisions dans une petite chambre froide de glace. À l'intérieur du chalet, il a également laissé 2 livres pour aider Ryu à mieux comprendre le monde et à apprendre à utiliser la magie. Ce n'est qu'après avoir lu le livre que Ryu apprend à invoquer un petit volume d'eau à partir de rien. Pour l'instant, il n'a pas à s'inquiéter d'être attaqué par les monstres de la forêt, car Michael a créé une barrière autour de la maison. Ryu s'entraîne une fois de plus à utiliser la magie de l'eau et parvient à créer une sphère d'eau simplement en l'imaginant, découvrant qu'il n'a plus besoin de réciter l'incantation à voix haute. Plutôt pratique pour un protagoniste. Grâce à sa magie, Ryu remplit ensuite la baignoire d'eau fraîche. Ce que je trouve un peu dégoûtant, puisque l'eau vient techniquement de son propre corps. L'eau de la baignoire est glacée. Il doit donc maintenant trouver un moyen de la réchauffer. Il se prépare à allumer un feu en utilisant, bien évidemment, la technique la plus ancienne et inefficace connue de l'humanité. Après plusieurs tentatives ratées, il abandonne et se demande s'il n'y aurait pas un moyen de contourner ça grâce à la magie. Mettant à profit ses cours de chimie de son ancienne vie, Ryu sépare l'hydrogène de l'oxygène, ce qui a pour effet de cristalliser l'eau et de la transformer en glace. Maintenant qu'il a de la glace, il l'utilise comme lentille pour condenser les rayons du soleil, comme une loupe, et parvient à générer du feu. Grâce à ce feu, Ryu parvient enfin à obtenir de l'eau chaude et il prend un long bain relaxant. Son esprit s'éclaircit et une fois l'esprit apaisé, il réalise qu'il pourrait tout simplement créer de l'eau chaude directement avec la magie, en appliquant la technique inverse de celle utilisée pour créer de la glace. Mais cela viendra plus tard. Pour l'instant, il passe à table. En mangeant, il réalise qu'il va devoir commencer à chasser bientôt, car ses réserves de nourriture finiront par s'épuiser. Mais il hésite, car s'il s'aventure dans la forêt, il risque fort de tomber sur des monstres, qu'il estime incapable de vaincre avec ce petit couteau que Michael lui a laissé. Cela signifie qu'il va devoir débloquer de la magie offensive. Le jour suivant, Ryu travaille sur son tout premier sort d'attaque, mais celui-ci ne provoque aucun dégât sur l'arbre qu'il cible. Il modifie alors le sort en réduisant la sphère jusqu'à la taille d'une flèche. Ce n'est qu'après des heures d'entraînement qu'il parvient à débloquer la forme la plus basique du sort jet d'eau qui, soyons honnêtes, n'inflige toujours aucun dégât à l'arbre visé. Le jour suivant, il décide de se concentrer sur l'amélioration de sa magie de glace, puisque sa magie de l'eau n'a montré aucune efficacité en combat. Il crée soigneusement un cristal de glace, mais échoue à le faire léviter, car projeter de la glace n'est pas aussi facile que manipuler l'eau. Malgré tout, après plusieurs heures d'entraînement, Ryo parvient à invoquer plusieurs cristaux de glace à la fois.
mais ne parvient toujours pas à les lancer vers l'arbre. Après plusieurs jours d'essais et d'erreurs, il devient assez habile pour former des cristaux de glace instantanément, mais il ne possède toujours pas assez de puissance pour les utiliser comme projectiles. Quoi qu'il en soit, le temps lui étant compté, Rio contourne le problème en utilisant les cristaux de glace comme des pointes de lance et s'aventure dans la forêt. Près d'une berge, il trouve du quartz et se réjouit, car il pourra désormais l'utiliser pour allumer un feu si jamais il épuise toute sa mana. Il part ensuite cueillir des herbes médicinales lorsqu'un monstre nommé Astérisque Sanglier Inférieur le repère comme une proie facile. Le sanglier fonce droit sur lui, mais paralysé par la peur, Rio ne parvient pas à bouger les pieds, ce qui aurait bien pu mettre fin à son aventure isekai à ce moment précis. Mais à la toute dernière seconde, la peur de mourir une nouvelle fois lui donne la force de bondir sur le côté. Cette fois, il utilise la magie à son avantage en rendant le sol glissant, le transformant en glace, ce qui fait trébucher le sanglier. Il crée alors rapidement plusieurs pointes de glace devant le sanglier, qui finit transpercé et meurt sur le coup. L'adage « les grands maux exigent de grands remèdes » lui va à merveille, car on le voit déployer sa magie de l'eau sous la pression du moment. Bon, ce fut une belle tentative, mais il est encore loin d'être vraiment doué. Il rentre chez lui et apprend immédiatement l'existence des monstres en consultant le Astérisque Compendium des monstres astérisques, et il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que les astérisques sangliers inférieurs sont les plus faibles de tous les monstres. Il prend son temps pour lire le livre afin de découvrir d'autres créatures qu'il pourrait rencontrer, car sa vie supposément lente ne semble plus si paisible que ça. Il lit la page consacrée aux dragons, et tout ce que le livre lui recommande, c'est que s'il en voit un, il doit courir. Pas qu'il ait une chance de le distancer. Il va mourir quand même. Mais il faut essayer de courir. Il tourne la page suivante qui parle d'un Akuna. Pour ce monstre-là, il n'a même pas besoin de courir. Il doit juste prier pour ne jamais en croiser. Le livre ne semble pas très rassurant, mais il continue à lire. On pourrait croire que sa mésaventure de chasse précédente l'aurait découragé, mais un garçon ne peut pas rester enfermé éternellement. Ainsi, le jour suivant, il se prépare. La journée commence plutôt bien lorsqu'il découvre un arbre chargé de fruits. Dès la première bouchée, il a l'impression que cela compense tout le stress vécu la veille. C'est tout simplement délicieux. Mais cette pause gourmande est de courte durée. Une buse assassine surgit soudainement et le renverse d'un coup. Il réalise rapidement que cet oiseau est bien plus fort que lui et qu'il n'a aucune chance de le vaincre. La buse utilise une magie de l'air totalement invisible, rendant toute contre-attaque impossible. Il se souvient alors d'un conseil lu dans le livre et prend la fuite. Mais comment échapper à un oiseau en courant? Se voyant acculé, il décide finalement d'affronter la buse. Il utilise sa magie de glace pour tenter de la piéger. Pensant l'avoir tuée, il s'approche, mais la buse brise la glace. L'un de ses yeux est blessé. Elle comprend alors qu'il est devenu plus fort et s'enfuit. Il pousse un profond soupir de soulagement et s'écroule au sol en se plaignant que la vie lente qu'il avait demandée n'a rien de lente. Essayant de retrouver son chemin, il se rend compte qu'il est perdu après avoir fui la buse. Tandis qu'il erre dans la forêt, quelque chose le glace d'effroi, un Dullahan. Cette créature sans tête laisse s'échapper de la fumée de son cou. Elle est en train de s'occuper de son cheval. D'une manière ou d'une autre, il parvient finalement à retrouver le chemin de sa maison. Le temps passe et il continue à s'entraîner. Entre combats contre différents monstres et séances de pêche, il améliore tellement sa magie de glace qu'elle peut désormais trancher une montagne. Il ne cesse de chercher à devenir plus fort et commence peu à peu à s'habituer à sa nouvelle vie. Cependant, chaque nuit, il retourne à l'endroit où il a vu le Dullahan pour l'affronter. Pas dans l'espoir de le vaincre, mais parce qu'il sent que cela le rend plus fort. Il ne sait pas grand-chose sur les Dullahan, car il n'y a rien à leur sujet dans le Astérisque Compendium des monstres astérisques qu'il consulte. Ce qui signifie que soit le Dullahan n'est pas un monstre, soit il ne figure tout simplement pas dans le manuel pour débutants. Après un nouvel échec, il finit par avouer que la seule raison pour laquelle il revient sans cesse, c'est parce qu'il a l'impression que le Dullahan veut le renforcer. Il l'observe alors fabriquer une épée de glace. Le Dullahan tend l'épée vers lui
et il comprend qu'il est censé l'accepter. Dès qu'il prend l'arme, la créature s'éloigne paisiblement. Les jours, ou peut-être les semaines, qui suivent sont calmes pour Rio. Enfin, jusqu'au jour où il retombe sur la buse revancharde. Ce jour-là, il s'entraîne comme à son habitude, lorsqu'il aperçoit l'oiseau devant lui. Il remarque qu'il lui manque un œil et comprend immédiatement qu'il s'agit du même adversaire qu'auparavant. Cependant, cette fois, la buse n'est plus brune, mais noire. Il semble aussi plus grand, ce qui signifie qu'il a évolué. La buse fonce sur lui avec une telle force que Ryu invoque un mur de glace à 5 couches, mais la buse le traverse sans effort. Il crée alors un mur à 10 couches, que la buse détruit également. Quand il utilise sa lance de glace, la buse fonce à travers pour l'attaquer. Le bâton dont il se servait pour le soutenir tombe, et dans la panique, il saisit l'épée que le Dullahan lui avait donnée et attaque la buse. L'épée fonctionne. La buse recule, puis revient à la charge avec toute sa puissance. Mais Ryu utilise l'épée pour la transpercer et elle s'effondre. Il s'approche de la buse, admettant que cette créature est vraiment tenace. Il lui a repris un œil et il comprend que la buse voulait se battre à nouveau. Cependant, ce combat l'a rendu plus fort, et pour cela, il remercie la buse. Il admet aussi que cette dernière avait évolué uniquement pour l'affronter. Alors il lui accorde un moment d'honneur en la laissant mourir de sa main. Il retire son épée et la buse meurt. Il poursuit son chemin, ignorant qu'un dragon se trouve à proximité. Le dragon s'approche et lui parle. Il est stupéfait d'entendre la voix d'un dragon. Le dragon s'étonne qu'un humain puisse posséder un tel pouvoir. Alors Ryu lui montre l'épée. Le dragon la reconnaît comme étant l'épée du roi des fées et lui demande ce qu'il a bien pu faire à ce roi pour recevoir un tel cadeau. Mais Ryu l'ignore lui-même. Une fois ces questions terminées, le dragon interroge Ryu à son tour. Ils discutent jusqu'à ce qu'il se fasse tard avant que le dragon n'annonce son départ. Avant de partir, Ryu se présente et le dragon dit s'appeler Luin. Ryu vit littéralement une vie agréable dans ce nouveau monde, au point que l'ange qui l'a réincarné vérifie à nouveau sa tablette et se rend compte qu'il a manqué quelque chose d'important. Ryu possède en réalité une capacité cachée dans ce monde que l'ange n'avait pas détectée car le précédent réincarné n'en était pas doté. Il s'agit du pouvoir de la jeunesse éternelle. Comment Ryu va-t-il utiliser ce pouvoir? Et qu'est-ce que cela signifie pour lui? Sur la rive, un étrange garçon aux cheveux rouges est allongé sur le sable. De bon matin, Ryu part en chasse sur le rivage pour récolter quelques fruits de mer, mais tombe sur une épave, complétant ainsi sa propre version du mythe de Robinson Crusoe. Près du bateau échoué, il découvre le corps d'un homme. Après avoir vérifié son pouls, il réalise que son âme a définitivement quitté ce monde. C'est alors qu'il remarque un autre homme, du nom d'Abel, de l'autre côté de l'épave. Heureusement, celui-ci est encore en vie et respire. Petit flashback. Abel et quelques autres personnes voyageaient à bord de ce bateau quand une violente tempête a éclaté sans prévenir. Au cœur de cette tempête, un gigantesque poulpe titanesque a attaqué l'embarcation, la brisant en deux et causant la noyade de tous les passagers. Par chance, le drame s'est produit près de la côte, ce qui a permis à certains corps de s'échouer ici. Actuellement, Ryu a ramené Abel, toujours inconscient, chez lui, puis est sorti pour faire quelques tâches ménagères. Pendant ce temps, Abel se réveille et se demande où il se trouve. En sortant de la maison, il découvre un véritable jardin fleuri et un sentier de pierre menant à la forêt, le tout aménagé par Ryu lui-même. Ce dernier arrive à ce moment-là, heureux de voir qu'Abel va bien, même s'il ignore totalement qui il estimate Abel, de son côté, est stupéfait de ne pas avoir senti la présence de Ryu du tout. Aurait-il une compétence lui permettant de dissimuler sa présence ou de scanner les alentours? Quoi qu'il en soit, ce qui le dérange le plus, c'est l'attitude de Ryu, visiblement à fond dans son délire de Robinson Crusoe. Il a bien envie de lui demander s'il vit comme un paysan sans vêtements, mais se retient pour ne pas donner une mauvaise impression lors de leur première rencontre. À la place, il se présente poliment, exprime sa gratitude et remercie Ryu, pensant que ce dernier lui a sauvé la vie. Ryu lui répond qu'il ne mérite aucun éloge. Tout ce qu'il a fait, c'est le transporter jusqu'à sa maison.
Cela dit, il devient soudain plus sérieux et lui annonce la triste nouvelle. Tous les autres sont morts. Abel lui dit de ne pas se sentir coupable pour eux, révélant que les autres passagers étaient en réalité des contrebandiers. Alors qu'il s'apprête à en dire plus, son ventre gargouille, ce qui pousse Ryu à lui proposer de continuer la conversation autour d'un déjeuner. Maintenant qu'ils font un peu plus connaissance, Abel demande à Ryu s'il ne possède vraiment aucun vêtement. Ryu lui explique calmement qu'il ne peut pas en fabriquer, car il n'a pas les matériaux nécessaires, comme du fil ou du tissu. Abel, en réponse, fait remarquer que Ryu pourrait tout simplement acheter des vêtements dans une ville voisine. Mais il se ravise immédiatement. Si Ryu vit comme un ermite sacré en exil, c'est sans doute parce qu'il n'a pas d'argent. D'ailleurs, Abel ne sait même pas où il se trouve. Il suppose seulement qu'il y a des villes aux alentours. Ryu lui explique alors la réalité. Il n'y a aucune ville à proximité. C'est bien pour ça qu'il est obligé de vivre ainsi, en autosuffisance. Intrigué, Abel lui demande comment il fait pour se nourrir et se débrouiller au quotidien. Et il reste bouche bée lorsque Ryu lui révèle qu'il est un magicien de l'eau. Impressionné, Abel lui confie que, d'après ses connaissances, seuls 50% des gens dans la province centrale savent utiliser la magie. Ce commentaire agace Ryu, qui croyait être plus exceptionnel que ça. L'ange Michel lui avait pourtant dit que seulement 20% de la population possédait un tel don. Quoi qu'il en soit, Abel veut vérifier quelque chose. Il demande donc à Ryu de l'emmener à nouveau sur les lieux de l'épave. Mais une fois arrivé sur la côte, surprise, il n'y a plus aucun cadavre. Ryu suppose que la mer les a emportés, ou que des monstres ont dévoré les corps. Cela signifie que si Ryu n'avait pas sauvé Abel, ce dernier aurait sans doute fini de la même manière. Reconnaissant, Abel lui dit qu'il lui est encore plus redevable maintenant. Même s'ils sont des étrangers l'un pour l'autre, Ryu est pour lui un véritable ami. Abel fouille ensuite les débris de l'épave, mais ne trouve pas ce qu'il cherchait. Il décide alors de modifier ses plans. Il veut rejoindre ses amis dans la ville de Lune, qu'il suppose être située au nord. Il invite Ryu à l'accompagner dans son voyage, expliquant qu'il a besoin d'un guide, puisqu'il ne sait même pas où se trouve cette ville. Ryu avoue qu'il n'en a aucune idée non plus, mais accepte malgré tout d'être son guide et propose de partir le lendemain, le temps de se préparer. Abel accepte l'idée et lui serre la main pour sceller leur accord. Plus tard dans la soirée, Ryu fait ses adieux à sa vie façon astérisque Stardew Valley astérisque, puis se rend dans la forêt pour dire au revoir à Dullahan, la créature mythique qui l'a formé. Il lui annonce qu'il part demain, mais lui promet qu'il reviendra un jour. Il exprime toute sa gratitude envers Dullahan pour tout ce qu'il lui a transmis et lui propose un dernier combat amical. Ils s'affrontent de toutes leurs forces, dans un duel intense. Et sans surprise, c'est Dullahan qui reste debout à la fin. Au moment de la séparation, Dullahan offre à Ryu un cadeau d'adieu. Une véritable tenue de héros. Enfin, de quoi redonner un peu de dignité à ce vagabond sans abri. Le lendemain matin, vêtu de son nouvel équipement, Ryu entame son voyage vers le nord aux côtés d'Abel, laissant derrière lui sa vie médiévale en solitaire. En chemin, il tombe sur un sanglier sauvage et Abel se propose de s'en occuper. Même s'il ne peut pas utiliser de magie, il active une compétence à l'épée qui améliore ses mouvements et transperce l'animal d'un seul coup, le terrassant sur le champ. La forêt semble interminable et à la tombée de la nuit, ils doivent monter un camp sous un grand arbre. Le lendemain matin, ils reprennent la route et arrivent près d'un étang. Au loin, ils aperçoivent un couple d'hommes lézards en plein moment d'intimité, dans l'eau. Abel préfère éviter toute confrontation. Il explique que les hommes lézards sont plutôt puissants, alors il décide de faire un détour par la gauche. Cependant, Ryu, grâce à sa compétence de détection, sent que des créatures foncent droit sur eux. Il soupçonne que les hommes lézards ont repéré leur présence. Abel dit à Ryu de rester derrière lui, mais ce dernier refuse. Il sent que de nombreux ennemis approchent. Abel pense que la magie de Ryu ne sera d'aucune utilité sans bâton magique. Mais à sa grande surprise, Ryu n'en a pas besoin. Il n'a même pas besoin d'incanter la moindre formule.
En un instant, il invoque plusieurs cristaux de glace et les propulse sur 4 hommes lézards qui approchent, les éliminant d'un seul coup. En quelques secondes, le combat, que le fier Abel n'aurait pas pu terminer, est réglé. Quand tout est fini, Abel demande à Ryu ce qu'il vient d'utiliser, car il n'a jamais vu une telle magie auparavant. Ryu ne trouve rien d'exceptionnel à ce qu'il a fait. Il explique qu'il a simplement utilisé une astérisque lance d'eau. Mais Abel est loin de trouver cela banal. Surtout après avoir vu que Ryu a invoqué astérisque astérisque 4 astérisques astérisques lances à la fois, alors qu'il croyait qu'un mage ne pouvait en utiliser qu'une seule à la fois. Ryu semble ignorer cette règle. Il tente de changer de sujet, mais Abel insiste, affirmant que c'est comme ça pour les mages de vent qu'il connaît. Ryu lui répond alors calmement « C'est peut-être vrai pour les mages du vent, mais moi, je suis un mage de l'eau. » Avant de reprendre la route, Ryu récite une incantation et fait apparaître de l'eau potable. Il rappelle à Abel qu'ils sont fatigués et qu'ils boivent donc l'eau invoquée. Abel en prend une gorgée, mais il reste pensif, préoccupé par quelque chose. Les incantations que Ryu a utilisées pour faire apparaître l'eau sont très différentes de celles auxquelles il est habitué. Mais Ryu ne semble pas vouloir en discuter. Ils reprennent leur route et à mesure qu'ils approchent de Luna, Abel tend à Ryu une pièce de monnaie qu'il pourra utiliser là-bas. Ryu est fou de joie. C'est la première fois qu'il tient de l'argent depuis son arrivée dans ce monde. Voyant son enthousiasme, Abel lui explique qu'il existe plusieurs devises comme celle-ci. Celle qu'il lui a donnée est la monnaie du royaume de Knightly, un royaume dont Luna est membre. Il lui apprend aussi que ce royaume est composé de 3 grandes cités, Luna, la Fédération d'Andalio et l'Empire de Debuhi. Dès qu'Abel mentionne Debuhi, Ryu s'arrête net, ce qui intrigue Abel. Aurait-il déjà eu affaire à cette ville? Il l'interroge, mais Ryu répond que non. Ce n'est pas qu'il y a vécu, mais simplement que le nom l'a pris de court. Debuhi, sérieusement? Ce nom ne donne pas franchement envie. Si j'en étais originaire, je n'aurais pas trop envie de m'en vanter. Heureusement pour lui, ce n'est pas le CA. Ils rient ensemble et continuent à plaisanter sur le sujet. Alors qu'ils passent près de quelques rochers, Abel remarque qu'un d'entre eux bouge. Il l'attaque immédiatement et Ryu vient l'épauler. Mais il réalise rapidement qu'ils sont tombés dans un nid de golems de roche. Les pierres se reconstituent sans cesse. Abel tente de les transpercer avec son épée, mais les golems se régénèrent aussitôt. Constatant que la lame d'Abel est inefficace, Ryu invoque une roche de glace à 10 couches et la fait tomber sur 2 des créatures. La glace les écrase avec puissance, les réduisant en miettes. Voyant que ça fonctionne, ils répètent la même attaque contre les autres. Lorsqu'ils arrivent au dernier golem, cependant, Ryu remarque que celui-ci ne bouge pas du tout. Ryu comprend soudain pourquoi le dernier golem ne bouge pas. Il est allongé sur le dos. 6 créatures tirent leur énergie du sol et lorsqu'elles sont retournées, elles perdent toute leur puissance. Sous leurs pieds, ils remarquent aussi un noyau magique et Abel en conclut que les golems ont dû tuer plusieurs monstres. Ces noyaux sont donc de véritables trésors. Ils décident de le prendre comme butin de leur expédition. Ryu envisage même d'aller récupérer les noyaux des autres golems, mais il voit que ceux-ci sont toujours en train de lutter contre les roches de glace. Il préfère donc s'éclipser discrètement. En poursuivant leur route, ils tombent sur une autre créature. Ryu pense d'abord que c'est simplement une grenouille, mais Abel est convaincu qu'il s'agit d'un behemoth. Ils n'ont même pas le temps de débattre sur ce que c'est vraiment, car plusieurs wyverns apparaissent dans le ciel, fonçant vers la bête. Ils sont donc en plein champ de bataille. Heureusement, le behemoth, bien qu'assailli, se défend farouchement. Il ne compte pas se laisser abattre aussi facilement. Ils ont vu juste. La créature riposte avec de la magie et parvient à vaincre ses agresseurs ailés. Ryu est émerveillé par toutes les choses incroyables qu'ils ont vues en si peu de temps. Ce soir-là, ils allument un feu de camp et discutent. Ryu taquine Abel. « J'ai cru un instant que tu allais affronter le behemoth aussi. J'étais prêt à regarder le round 2, bien confortablement. Ce garçon est diablement moqueur. Mais ce n'est qu'une blague. » Ils parlent ensuite de la négation magique utilisée par le behemoth.
une capacité qu'Abel n'avait vue auparavant que sous forme de piège dans les donjons. Le mot donjon fait aussitôt briller les yeux de Ryu. Abel le remarque et lui demande s'il s'intéresse à ce genre d'endroit. Ryu répond avec enthousiasme que oui. Eh bien, il est chanceux. Le seul donjon de tout le royaume se trouve justement à Luna, leur destination. Ryu accuse Abel, en plaisantant, de lui avoir caché ce détail depuis le début. Abel se défend, affirmant qu'il ne savait pas que Ryu s'intéressait au donjon. Curieux, Ryu insiste pour savoir ce qu'Abel pourrait encore lui cacher. Alors Abel lui demande « As-tu déjà vu des nains ou des elfes ? Car, coup de chance encore une fois, il y a de nombreux nains à Luna, et ils sont très puissants. » Et c'est à ce... Ryu répond qu'il le sait déjà, ce qui étonne Abel qui lui demande comment il a appris ça. Il ajoute qu'il y a seulement un elfe à Luna, et Ryu affirme connaître cette information aussi. Ils poursuivent leur route vers la montagne, et Ryu informe Abel qu'après avoir franchi cette colline, ils trouveront une communauté humaine. Abel ne s'attendait pas à ce que Ryu connaisse ce détail, alors il le questionne de nouveau. Ryu se rappelle que c'est le dragon qui lui avait dit cela lors d'une conversation, mais il sait aussi qu'il ne pourrait pas expliquer ça à Abel de manière convaincante. Alors, il lui dit simplement d'oublier ça. Plus loin, un monstre de haut niveau les menace. Quand Abel sent sa présence, il se prépare au combat, mais face à la puissance de la créature, il est tellement effrayé qu'il refuse même de se battre, peinant à respirer. Heureusement, Ryu attire l'attention du monstre en lui lançant un morceau de viande. Une fois que l'oiseau avale la viande, il les ignore et s'en va. Abel pousse un soupir de soulagement. Tout est fini. Il est reconnaissant que Ryu ait pu le couvrir. Ils continuent leur route, se demandant ce qui cloche dans cette région. Les monstres qu'ils ont vus ne sont pas du genre que les humains devraient affronter. Il y a quelque chose de louche dans cette colline. Ils se souviennent que les wyverns volaient toujours depuis le nord. Alors ils supposent qu'ils sont dans les montagnes du nord. Ils jettent un coup d'œil sur le flanc de la colline et voient plusieurs wyverns en train de manger la carcasse d'un autre monstre. Ils comprennent qu'ils ont raison. Abel pense qu'ils ne devraient pas se battre, mais Ryu n'est pas de cet avis. Il estime qu'il vaut mieux affronter les ennemis tant qu'ils sont encore au sol. Ils attaquent, remportent le combat, mais se retrouvent bientôt face à plusieurs autres wyverns volant vers eux. Ryu utilise sa magie pour les abattre dans les airs, tandis qu'Abel se précipite pour récupérer leurs gemmes. Déjà excité par le combat, Abel est ravi quand plusieurs autres monstres arrivent. Une fois le combat terminé, ils se regardent et sourient. Ils forment un excellent duo. Désormais convaincus qu'ils sont capables de vaincre des wyverns, Ryu se dit que le voyage risque de devenir bien plus amusant à partir de maintenant. Abel, en revanche, préférerait de loin garder ses dragons à bonne distance. Mais au moins, récolter toutes ces pierres magiques n'aura pas été totalement inutile. Quoi qu'il en soit, les deux compagnons poursuivent leur route vers le nord, bien que le bretteur n'ait aucune idée d'où ils se trouvent exactement. Ryu était presque certain qu'ils avaient déjà pénétré dans l'Empire de Buvie, mais selon son compagnon, cet empire se trouve encore plus au nord du royaume, donc ce n'est pas possible. En entendant cela, Ryu pousse un soupir étrange, plus de soulagement que de déception, non pas qu'il déteste l'Empire de Buvie, mais parce qu'il ne supporte tout simplement pas ce nom ridicule, peu importe les circonstances. Finalement, ils aperçoivent une route qui, si on la suit vers l'ouest, mènerait à la ville de Kiladi, ou du moins, c'est ce qu'affirme Abel. Ryu est visiblement enthousiaste à l'idée de trouver enfin une auberge décente et de rattraper un peu de sommeil, tandis que le guerrier le taquine sur son excitation à l'idée d'affronter des wyverns quelques instants plus tôt. À cela, Ryu réplique avec une phrase classique. « Une chose est une chose, une autre chose en est une autre. » Quelques heures plus tard, ils arrivent à la guilde locale des aventuriers. Abel suggère à Ryu de s'y inscrire car une carte de guilde fait aussi office de pièce d'identité, ce qui évite de payer une taxe à chaque entrée de ville. Au passage, le rouquin rappelle à Ryu qu'il s'est porté garant pour lui et qu'il a payé une pièce d'argent à leur arrivée, ici. Et honnêtement, le mage soupçonnait déjà un coup louche. Un de ces scénarios où quelqu'un paie sans arrêt ta part et, sans t'en rendre compte, tu deviens son serviteur à vie. Voyant que le gamin n'a peut-être pas toute sa tête, Abel remet en question sa santé mentale et lui assure qu'il est quelqu'un de bien. Le mage, quant à lui, le remercie avec ironie d'avoir le privilège de voyager avec un héros si vertueux. Abel ajoute que la guilde paie grassement les pierres magiques et les matériaux issus de monstres. Sinon,
Il faudrait être alchimiste pour pouvoir en faire usage soi-même. Le sujet de l'alchimie pique l'intérêt de Ryo jusqu'à ce qu'une assiette de riz au curry, commandée par son ami, arrive à leur table. Le mage la regarde comme s'il venait de découvrir un trésor perdu depuis des siècles. À ses yeux, le curry est un incontournable de toute histoire de réincarnation. Sauf que, d'habitude, le héros doit traverser 1000 épreuves pour en recréer la recette. Mais ici, à Faille, il semble déjà exister. Toujours plus inquiet pour la santé mentale de son compagnon, Abel le presse de manger avant que cela ne refroidisse. Obéissant, Ryo prend une bouchée, puis ne peut plus s'arrêter d'engloutir son plat. Une fois terminé, il en commande un autre, puis demande s'il y a du curry à Luntu. Quand son ami lui répond que oui, le jeune mage de l'eau est encore plus motivé à poursuivre le voyage. Le lendemain même, alors qu'il quitte Kailadi, Ryo continue de parler du curry sans s'arrêter. Et comme son partenaire ne lui avait rien dit sur cette spécialité locale, il exige désormais de connaître tous les desserts disponibles dans la région, histoire de ne plus rien rater. Le temps passe, et le duo poursuit son voyage à travers le nord du continent. Après une courte pause déjeuner, ils traversent de vastes terres et approchent enfin de Lune, leur destination tant attendue, entourée de splendides champs de blé doré. À la porte de la ville, un garde nommé Nimour reconnaît Abel, abasourdi de le voir en vie. Il pensait que le bretteur avait disparu pour de bon. Abel lui explique qu'il a bien disparu en quelque sorte, mais que sa vie a été sauvée par l'homme qui se tient à ses côtés. Nimour souhaite chaleureusement la bienvenue à Ryo, et après qu'Abel ait payé les frais d'entrée, ils franchissent les portes de la ville. À l'intérieur, Abel juge préférable d'aller directement à la guilde. Comme il est accompagné de Ryo, le mage pourrait peut-être être inscrit à un rang plus élevé que la normale. D'ordinaire, les aventuriers débutent au rang F, mais lorsqu'on est recommandé par un aventurier de rang B ou plus, on peut commencer au rang E, voire directement au rang B. Plus le rang est élevé, plus les missions sont difficiles, mais aussi mieux payées. Cela dit, le guerrier doute que le mage ait un jour à se soucier d'argent. Ryo demande si les matériaux qu'ils ont récoltés valent vraiment autant. Son compagnon lui explique qu'ils sont en réalité assez rares sur le marché. Les vendre tous d'un coup ferait chuter les prix, mais Abel est confiant que le maître de la guilde saura gérer cela intelligemment. Finalement, ils arrivent à la guilde des aventuriers, où Abel est immédiatement reconnu et acclamé par tous ceux qui s'y trouvent. Ryo observe la foule qui s'agglutine autour d'Abel comme s'il était une véritable célébrité, et décide de rester dehors pour ne pas interrompre cette séance d'autographes improvisés. Alors qu'il s'éloigne, une elfe qui passait par là l'arrête, attirée apparemment par sa tenue. Un vêtement qui vient tout droit du roi des fées lui-même. Elle remarque que le roi devait vraiment l'apprécier pour lui offrir un tel cadeau, ce qui la pousse à penser que Ryo est sans doute quelqu'un d'intéressant. Avant de partir, elle lui dit qu'elle espère qu'ils se reverront un jour. C'est à ce moment-là qu'Abel passe la tête par la porte et appelle son partenaire à revenir, tout en l'encensant devant les autres aventuriers. Il déclare haut et fort qu'il serait mort sans les actions héroïques de ce jeune mage de l'eau, et que tout le monde devrait se lier d'amitié avec le nouveau membre de la guilde. Sur ces mots, Abel pousse littéralement Ryo au milieu de la foule. Bien qu'un peu gêné au début, le garçon se détend rapidement, rayonnant sous l'attention inattendue. Enfin, vient le moment de passer aux formalités pour l'adhésion à la guilde. Abel informe la réceptionniste qu'il aimerait que son compagnon soit directement promu au rang D, grâce à son propre statut élevé. Cela surprend la réceptionniste, car personne des épées écarlates n'a jamais parrainé un autre aventurier auparavant. Mais Abel insiste. Ce gamin est exceptionnel. Un test officiel de puissance est donc requis. Abel demande alors s'ils peuvent en discuter directement avec le maître de la guilde, car il y a aussi d'autres choses à aborder. Ils sont escortés jusqu'à la salle de réunion, où le célèbre aventurier de Lune est accueilli par le maître de la guilde en personne, qui entre de manière théâtrale, soulagé de voir Abel vivant. Alors qu'il avait perdu tout espoir, Abel lui présente Ryo comme son sauveur. Le maître de la guilde s'avance alors, se présente sous le nom de Hugmglass, et remercie chaleureusement le jeune mage pour son aide. Ryo lâche alors une réplique classique. « Vous savez comment ça va? J'étais juste au bon endroit au bon moment. » Abel exprime ensuite son souhait de parrainer Ryo pour qu'il obtienne un rang plus élevé dès son inscription, allant même jusqu'à dire que Ryo est plus fort que lui. Ce qui laisse le maître de guilde complètement abasourdi.
Ils présentent ensuite les pierres magiques qu'ils ont collectées en chemin. À la vue de leur taille et de leur couleur, Hugh soupçonne qu'elles proviennent de wyvernes. Visiblement impressionné, mais aussi légèrement inquiet, Hugh craint que ces créatures volantes ne finissent par s'approcher de l'une. Mais Abel le rassure. Ce n'est pas le cas. Il les a traquées au sud des montagnes maléfiques. Intrigué, Rio demande ce qu'il en est de ces fameuses montagnes, car ni lui ni Abel ne savaient où elles se trouvaient auparavant. Abel explique qu'il l'a compris dès qu'ils ont trouvé la route menant à Kiladi. Rio plaisante en disant que le nom des montagnes ne donne pas vraiment envie d'y faire du tourisme. Et Hugh est d'accord, précisant que personne n'a jamais réussi à traverser cette région, pas même les groupes d'aventuriers les plus aguerris. Malgré cela, Abel affirme que lui et Rio ont bien traversé ces terres brutales et en sont sortis vivants, ce qui, selon lui, est une preuve irréfutable de la force de Rio. Finalement, Hugh admet que cette démonstration est plus que suffisante. À ce moment-là, une jeune femme fait irruption dans la salle de réunion et tombe à genoux, submergée par le soulagement de retrouver Abel sain et sauf. Il s'excuse d'avoir inquiété Lynn, tout en saluant Ria et Warren, de vieux compagnons d'autrefois. Comme Abel a beaucoup de choses à discuter avec ses camarades, le maître de guilde invite Rio à commencer la procédure d'inscription, demandant à Nina, la réceptionniste, d'apporter les documents nécessaires dans son bureau. Avant que Rio ne parte, Abel lui dit qu'il veut l'emmener quelque part plus tard et lui demande de l'attendre dans le hall une fois son inscription terminée. Dans le bureau, Hugh explique que les personnes que Rio vient de rencontrer sont les membres des Épées écarlates, le groupe d'Abel, le plus célèbre et le plus respecté de la ville. Impressionné, Rio demande s'il peut vraiment s'inscrire directement au rang D. Hugh répond qu'Abel est si talentueux que certains le qualifient de génie. Pourtant, même lui ne pourrait pas vaincre une wyvern en solitaire. Cela signifie que les compétences de Rio justifient amplement une entrée au rang D. Nina arrive peu après avec les documents d'inscription et guide Rio à travers le processus, pendant que Hugh s'occupe de l'aspect administratif. Elle lui fait passer un court entretien pour noter son nom et sa classe. Comme Rio n'a pas d'adresse permanente à Lune, il est autorisé à séjourner dans un des dortoirs de la guilde jusqu'à 300 jours après son inscription. N'ayant jamais mis les pieds dans un donjon, il s'intéresse aux cours d'introduction que la guilde propose chaque mois. La session de ce mois-ci commence après-demain, à Nin-H du matin. Dans la salle de réunion du 3e étage, Nina demande ensuite à Rio de poser sa main sur un cristal pour finaliser son inscription. Cela génère une carte qui fait office de pièce d'identité. Une fois l'entretien terminé, Rio et Nina quittent le bureau du maître de guilde et Hugh pousse un profond soupir de soulagement. Abel est enfin de retour. Il faut dire que les choses étaient devenues assez chaotiques depuis la disparition du jeune homme. En réalité, Hugh prévoit déjà d'annoncer publiquement que le chef des Épées écarlates est revenu. Dans le reste de la guilde, Abel accompagne Rio pour récupérer sa récompense d'escorte jusqu'à la ville. Il souhaite également lui acheter des vêtements et un bâton maintenant qu'ils sont à Lune. Honnêtement, Rio ne sait même pas ce qu'il ferait avec un bâton. Il peut lancer ses sorts sans en avoir besoin, et quand il doit combattre au corps à corps, il utilise une épée. Abel, de son côté, est un peu confus. Il avait toujours cru que l'arme à la taille de Rio n'était qu'un couteau, vu sa petite taille. En parlant de confusion, Rio réalise qu'il y a encore quelques éléments fondamentaux de ce monde qu'il ne comprend pas totalement. Un peu plus tard, alors que le soir tombe, Rio repense à quelque chose qu'Abel a dit. Dans ce monde, un jour fait 24 heures, une semaine compte 7 jours, et un mois en a 30, exactement comme sur Terre. Les tailles de vêtements sont mesurées de la même manière aussi. Plus il y pense, plus il se demande si tout cela n'est qu'une coïncidence. Peut-être que quelqu'un d'autre venant de la Terre a été réincarné ici il y a longtemps, influençant peu à peu les coutumes locales, surtout quand on pense qu'ils ont du curry. Presque tous les aventuriers de Lune se rassemblent pour organiser une fête en l'honneur du retour triomphal et inattendu d'Abel. Les Épées écarlates sont toutes présentes et l'ambiance est à la boisson et aux éclats de rire. Le lendemain, Rio est complètement épuisé. Nina lui rappelle que Ra a veillé sur lui toute la nuit, car ce dernier considère Abel comme un grand frère et admire clairement Rio pour avoir sauvé son héros.
Quand Ryo arrive dans son nouveau logement fourni par la guilde, il fait la connaissance de ses colocataires de la chambre 15. Le brun s'appelle Niels, et le blond qui reste un peu en retrait se nomme Eteo. Alors que Nina retourne à l'accueil, Niels fait un commentaire sur la beauté de Nina, et Eteo ajoute que c'est une vraie compétition pour attirer l'attention des réceptionnistes. Les Bettinja n'ont clairement aucune chance. Passant à autre chose, il échange rapidement quelques mots avec Ryo, soulagé d'apprendre qu'il est plutôt sympa, contrairement à Dan de la chambre 1 qui est, selon lui, un vrai boulet. C'est alors que Nina revient soudainement. Alors qu'un nouvel aventurier fraîchement inscrit est sur le point de rejoindre leur groupe, un garçon de petite taille entre dans la pièce et se présente sous le nom d'Amon. Mills remarque aussitôt qu'il ne semble même pas assez âgé pour ça, et Amon confirme qu'il n'a que 16 ans. Malheureusement, il est orphelin. Sa famille est décédée, et il n'a eu d'autre choix que de devenir aventurier à Lune. Et Théo commente que chacun ici a, d'une manière ou d'une autre, une histoire semblable, tandis que Nina informe tout le monde qu'Amon commencera la formation au donjon dès demain, et que Ryo peut l'accompagner s'il le souhaite. Pendant ce temps, dans une réunion de l'épée écarlate, Niels est hors d'elle. Elle hurle qu'un mur de glace ne pourrait jamais être aussi épais, puisqu'ils sont toujours si fins qu'un simple coup de vent suffit à les trancher. Malgré cette explosion de colère, Abel maintient que Ryo a bel et bien invoqué un mur, un de COS murs solides et massifs. Mais la jeune femme riposte en affirmant que ce genre de magie ne peut être lancé qu'à proximité de l'utilisateur, pas à distance, comme ce garçon le prétend. Abel est clairement pris de court par la colère de sa partenaire, tandis que Lia lui dit de se calmer. Après tout, c'est ainsi que ce gars-là l'a vu. Point final. Toujours pas convaincu, Niels évoque cette histoire insensée de lance de glace qui transperce les wyvernes. Ce qui est tout bonnement impossible, puisqu'elles sont protégées par une barrière de vent qui repousse la magie. Cette fois, le chef admet que la barrière existe bel et bien, mais affirme qu'il a vu de ses propres yeux ces dragons transpercés par des pics. Lia fait alors remarquer que la seule personne dont elle ait jamais entendu dire qu'elle pouvait faire un truc pareil, c'était le légendaire mage infernal. Abel enchaîne en rappelant que ce mage a réduit en cendres 1000 soldats impériaux d'un seul sort, qu'il a transformé une wyvern en poussière avec une seule incantation, et qu'il a rayé une ville entière de la carte en un seul souffle magique. En résumé, si leur camarade dit vrai, Lia pense que ce Ryo est vraiment incroyable. Mais elle n'ose pas imaginer les dégâts qu'il pourrait causer s'il se rangeait un jour du côté de l'Empire. Et Niels admet que ce n'est pas une hypothèse à exclure, mais Abel les rassure immédiatement. Jamais ça n'arrivera. Ce gamin-là déteste plus que tout au monde. Quelques jours plus tard, Ryo et Amon terminèrent enfin leur formation express sur l'exploration de donjons pour les nuls. Leur instructeur leur annonça qu'ils allaient pénétrer dans le premier niveau d'un donjon dès cet après-midi. Amon, visiblement tendu, n'était pas rassuré à l'idée d'entrer dans un donjon, mais Ryo tenta de le détendre, lui disant que s'il commençait à stresser maintenant, il serait épuisé bien avant d'y arriver. L'instructeur demanda alors si quelqu'un avait des questions, et Ryo leva la main pour demander s'il existait un moyen de voyager instantanément vers les étages déjà explorés. L'homme parut impressionné. Seuls les aventuriers expérimentés posaient ce genre de questions. Il expliqua qu'il existait dans certaines régions du Sud des donjons équipés de systèmes de téléportation entre points de passage. Mais celui de Lune, malheureusement, n'en possédait pas. Après cela, le groupe fut guidé jusqu'au donjon, situé en plein cœur de la ville. L'instructeur expliqua que la cité avait été construite autour de ce donjon et que tous les quelques années, la population de monstres en son sein augmentait soudainement, au point que certains atteignaient parfois la surface. Il ajouta que les murs entourant le donjon servaient à protéger les civils de COS créatures tout en rassurant les nouveaux venus. Aucun risque de vague de monstres pour le moment. Bientôt, ils atteignirent le premier étage du donjon, une zone sécurisée, sans la moindre présence de monstres. L'instructeur annonça alors que chacun était libre d'explorer ce niveau, à condition de rester près de l'entrée. Ryo et Amon firent équipe. Rapidement, Ryo sentit une présence s'approcher. Il dit à Amon de se préparer à frapper pendant qu'il immobiliserait la créature. Amon, nerveux, dégaina son épée. Quelques instants plus tard, une fourmi géante surgit.
Ryo l'identifia immédiatement comme une fourmi soldat. Il en avait lu la description dans un manuel. Il conseilla à Aemon de viser le cou pendant qu'il la clouerait au sol à l'aide de lances de glace. Ryo immobilisa complètement la bête et Aemon parvint sans peine à lui trancher la tête, signant ainsi son tout premier coup fatal. Fou de joie, il vit Ryo extraire la pierre magique de la créature, un véritable trophée pour leur première chasse réussie. Plus tard dans la soirée, ils dînèrent avec leurs colocataires qui voulaient célébrer cette première expédition. Tous furent impressionnés d'apprendre qu'ils avaient réussi à vaincre une fourmi soldat. Aemon précisa qu'il n'avait donné que le coup final et que Ryo avait fait le plus dur en la maîtrisant. Il avoua ensuite qu'il avait envie de retourner au donjon dès le lendemain, mais qu'il n'était pas rassuré à l'idée d'y aller seul. Ryo se proposa aussitôt pour l'accompagner, d'autant plus qu'il voulait lui aussi explorer un peu plus les lieux. Une question le taraudait. Pourquoi avait-il rencontré un monstre dans un étage censé être sûr? Edo ajouta qu'il avait lui aussi entendu parler de fourmis soldats qui apparaissaient de plus en plus souvent au premier et au deuxième étage du donjon. Les garçons, perplexes, ne comprenaient pas ce qui pouvait provoquer ce phénomène. C'est alors qu'Abel fit son apparition. Il expliqua que les fourmis soldats étaient capables de creuser et de remonter les étages par elles-mêmes. Les garçons sursautèrent. C'était bien le astérisque Abel, l'aventurier le plus célèbre de la ville, juste devant eux. Aemon et Edo étaient figés d'admiration, mais Ryo resta égal à lui-même et salua son ami avec naturel. Abel, de son côté, demanda au garçon de veiller sur Ryo, car, selon lui, ce dernier manquait cruellement de bon sens. Soudain, Niels se leva d'un bond et se présenta avec solennité. Il déclara à Abel qu'il était son idole, qu'il rêvait de devenir un aventurier aussi célèbre que lui, et lui demanda s'il pouvait lui serrer la main. Abel accepta avec le sourire, lui conseillant de s'entraîner dur, mais de toujours placer la survie au-dessus de tout. Ryo lui demanda ensuite ce qu'il faisait là à une heure aussi tardive, et Abel répondit qu'il revenait tout juste de mission. C'est alors que le reste de son groupe arriva sur place. Les filles n'étaient pas contentes. Au lieu d'aller faire son rapport au maître de la guilde, Abel était venu traîner ici. Il tenta de se justifier en disant qu'il aidait simplement quelques débutants, mais Lynn, visiblement agacée, ordonna à Warren, le colosse à l'air benêt, surnommé Astérisque, le fils perdu de chaque astérisque, de l'embarquer. Sans discuter, le grand gaillard souleva Abel comme un sac de pommes de terre, tandis que ce dernier protestait bruyamment comme un enfant qu'on ramène à la maison de force. Lynn lança alors un regard étrange à Ryo, mêlé de jalousie. Un peu mal à l'aise, il lui demanda ce qu'elle lui voulait, mais ce fut la prêtresse Rygia qui intervint. Elle ordonna à Lynn d'arrêter ses enfantillages avant de s'excuser auprès de Ryo pour le comportement de son ami. Tandis que le groupe s'éloignait, Ito et Niels étaient en extase. Ils n'arrêtaient pas de vanter la puissance et la prestance d'Abel et de son équipe, tandis que Ryo, lui, ne comprenait pas ce qu'il trouvait d'impressionnant chez cette bande de clowns ambulants. Pendant ce temps, un peu plus loin, Rygia réprimanda doucement Lynn pour avoir fixé Ryo de cette manière. Mais Lynn se contenta de répondre qu'elle était curieuse, parce qu'Abel n'arrêtait pas de parler de ses talents magiques. Rygia admit qu'elle était intriguée, elle aussi. Mais Abel leur assura qu'elle verrait bientôt de leurs propres yeux de quoi Ryo était capable. Le lendemain, Ryo et Aemon retournèrent au donjon. Cette fois, ils tombèrent sur une meute de chiens monstrueux. Ryo utilisa de nouveau ses lances de glace pour immobiliser les bêtes, pendant qu'Aemon démontra de solides compétences à l'épée, parvenant à en éliminer plusieurs. Alors qu'ils faisaient une pause pour reprendre leur souffle, Ryo remarqua que la manière de se battre d'Aemon lui rappelait celle d'Abel. Le garçon expliqua que son maître était un vieil homme nommé Kiro, qui avait appris l'art du sabre dans une prestigieuse école de la capitale. Ryo supposa alors qu'Abel avait probablement étudié dans la même école que le maître d'Amon, et il commença à entrevoir un véritable potentiel chez ce dernier. Aemon, de son côté, était impressionné par les connaissances de Ryo en matière d'escrime, surtout venant d'un simple mage. Mais Ryo lui expliqua qu'il avait été entraîné par un mentor, tout en développant son propre style de combat au fil du temps. Il ajouta que le style d'Aemon semblait très sûr, bien qu'assez épuisant à long terme. Tout ce qui lui manquait, c'était un peu plus d'endurance. Il se rappela à voix haute qu'Abel, durant leur voyage, commençait toujours sa journée par la pratique de ses enchaînements.
Même les plus talentueux, souligna-t-il, doivent s'entraîner sans relâche. Motivé par ces paroles, Aemon déclara qu'il allait redoubler d'efforts pour devenir plus fort. Ryo, satisfait, sourit à sa résolution. Le lendemain, Ryo décida de visiter la bibliothèque. L'endroit était bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. « C'est ce qu'elle a dit astérisque », pensa-t-il intérieurement avec ironie. Quoi qu'il en soit, il demanda à la bibliothécaire de l'orienter vers la section dédiée à l'alchimie. Elle le guida vers une étagère remplie de manuels pour débutants. Mais face à la quantité écrasante de livres, Ryo se sentit vite dépassé. Il décida alors de sortir un moment pour prendre l'air. Soudain, la ville fut plongée dans l'obscurité totale. Une éclipse solaire venait de commencer. Ryo leva les yeux pour l'observer, sans protection, comme son oncle qui, désormais, ne voit plus grand-chose. Mais une seconde à peine plus tard, il sentit que quelque chose clochait. Autour de lui, tout avait disparu. La foule s'était volatilisée. L'atmosphère elle-même semblait différente, oppressante, irréelle. Un frisson lui parcourut l'échine. Il sentit une attaque arriver dans son dos. Assez rapide pour réagir, il érigea un mur de glace juste à temps pour bloquer une puissante rafale de flammes. Il se retourna, prêt à se défendre, et aperçut une silhouette féminine s'approcher, avec la nonchalance d'un personnage tout droit sorti de Astérisque GTA Mach 4 Astérisque. Une démone, élégante et dangereuse. Elle parut amusée de tomber sur un humain dans Astérisque son Astérisque Espace et décida qu'il serait amusant de le vaincre. Ryo comprit immédiatement à qui il avait affaire, une démone, et sans doute l'être le plus puissant qu'il ait croisé jusqu'à présent dans ce monde. Il voulut fuir, mais il sentit que c'était inutile. Dans cet espace étrange, il ne pourrait s'échapper. Il allait devoir se battre. Sans perdre une seconde, il fit apparaître des dizaines de boucliers de glace, juste avant que la démone ne déclenche une tempête de feu dévastatrice. Mais à peine son attaque bloquée, elle changea de stratégie et tira une balle de vent invisible qui transperça ses boucliers comme du papier. Heureusement, son armure stoppa l'attaque. La démone fronça les sourcils. Comment une simple armure humaine pouvait-elle résister à son sort? En l'observant de plus près, elle réalisa que Ryo portait la robe du roi des fées. La démone comprit alors qu'elle avait affaire à un mage redoutable. Non seulement il possédait un équipement d'exception, mais il avait aussi la puissance nécessaire pour bloquer ses attaques. Plutôt que d'utiliser la magie, elle décida donc de le découper à l'épée. Ryo dégaina alors sa propre lame de glace et para le coup. Il adopta une posture défensive, tandis que la démone enchaînait les assauts, le poussant peu à peu en arrière. Elle était bien plus rapide que lui, et il évita de justesse une frappe mortelle visant son visage. Décidant de contre-attaquer, Ryo lança une pluie de centaines de lances de glace dans sa direction. Mais la démone esquiva chacune d'elles avec une facilité déconcertante, ne se rendant pas compte que l'éclipse touchait à sa fin alors qu'elle perdait son temps à jouer. Pendant ce temps, Ryo comprit qu'elle utilisait de la magie du vent pour accélérer ses mouvements. Elle bondit soudain sur lui, prête à porter le coup de grâce. Mais Ryo para l'attaque sans trop de difficulté, car si la démone était rapide, ses coups n'avaient rien à voir avec ceux du chevalier sans tête qu'il avait formé. Intriguée, la démone recula d'un pas. « Astérisque! Qui es-tu, bon sang ?» Astérisque demanda-t-elle. « Astérisque, tu as non seulement la robe du roi des fées, mais aussi son épée ?» Elle invoqua une boule de feu, mais Ryo la neutralisa aussitôt à l'aide d'une lance de glace. Furieuse, elle décida de le tuer rapidement. Ce type pouvait devenir dangereux si le combat s'éternisait. Elle se jeta sur lui avec une violence renouvelée, enchaînant les attaques sans relâche. Mais Ryo, sûr de lui, parait tous ses coups avec efficacité. Bientôt, une ouverture se présenta. Il contre-attaqua, faisant vaciller la démone. C'était le moment qu'il attendait. Il lança une nouvelle salve de lances de glace en direction de son adversaire. Cette dernière érigea un mur de flammes pour les repousser, mais l'intensité des attaques augmentait. Elle dut alors créer des murs de pierre supplémentaires pour se protéger. Ryo changea aussitôt de stratégie, utilisant des jets d'eau à haute pression pour traverser les murs et blesser la démone. Celle-ci, stupéfaite, sentit ses défenses céder. Elle fut touchée. Mais par chance, Ryo, aveuglé par la fumée, attaquait à l'aveugle et n'avait pas vu l'impact. Décidé à en finir, il se lança à l'assaut. Mais la démone, blessée mais vive, bondit droit sur lui pour bloquer sa frappe. Ils s'affrontèrent en plein air, lame contre lame.
Rio remarqua alors que les blessures de la démone se refermaient à une vitesse inquiétante. Ce bref instant d'inattention lui coûta cher. La démone projeta son corps contre un bâtiment dans un fracas assourdissant. Alors qu'elle s'apprêtait à porter le coup fatal, elle leva les yeux et remarqua des gouttelettes d'eau tomber du ciel. Elle fut d'abord surprise par ces gouttes, mais l'une d'elles toucha sa joue et la brûla. Elle hurla de douleur. L'eau était plus chaude que le point d'ébullition. Sans perdre une seconde, elle se recroquevilla dans une sphère de roche, se protégeant tant bien que mal de cette pluie infernale. Pendant ce temps, Rio redescendit lentement vers le sol. Soudain, la démone relâcha une puissante magie de feu, faisant exploser tout autour d'elle dans un déluge de flammes. Elle s'avança d'un pas menaçant vers Rio, mais l'éclipse touchait à sa fin, et dès que la lumière du soleil toucha son épée, celle-ci se désintégra. La démone s'arrêta, l'air contrarié. « Astérisque. On ne pourra pas terminer ce combat aujourd'hui, déclara-t-elle. « Astérisque ? Alors fiche-moi la paix, Astérisque, répondit Rio, visiblement agacée. Elle ne sembla pas le prendre mal. Un sourire amusé aux lèvres, elle se présenta enfin. « Moi, c'est Léonore. » Et toi, Rio lui donna son prénom, tout en lui faisant bien comprendre qu'il ne voulait rien savoir de plus à propos d'une démone. Léonore sembla surprise qu'il connaisse l'existence des démons. « J'aurais dû te tuer pendant que j'en avais encore l'occasion, » dit-elle. Au lieu de m'amuser, elle s'éloigna lentement avant de lui lancer un dernier avertissement. « Astérisque, nous nous reverrons. Mais il est aussi possible que tu croises un autre démon avant moi. Alors ne meurs pas, car la prochaine fois, je serai bien plus forte et je t'achèverai moi-même. » Rio, choqué, resta sans voix. Puis, l'éclipse prit fin. En un instant, le monde redevint normal, comme si rien ne s'était passé. Rio, encore sous le choc, se sentait étrange. Il décida de se changer les idées. Il irait acheter quelques livres, puis se reposer. Il passa d'abord par la banque pour retirer l'argent gagné en vendant les pierres magiques du Wyvern, puis retourna à son dortoir pour saluer ses amis. Mais il constata rapidement qu'ils n'étaient pas là. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il les aperçut entourés d'un groupe d'aventuriers en train de les intimider. Niels et Ido crièrent à la lâcheté, accusant leur agresseur de les avoir attaqués alors qu'ils étaient blessés. Mais le chef des brutes, un certain Dan, répliqua froidement « Vous pourrez dire la même chose quand ce seront des monstres qui vous prendront par surprise dans un donjon et que vous y laisserez votre peau. » Mais soudain, ces sbires tombèrent au sol, assommés net. Rio venait de les attaquer par derrière. « Tu as parfaitement raison, » dit-il en s'adressant à Dan. « Mais tu devrais peut-être écouter tes propres conseils de temps en temps. » Il fit alors un pas en avant. « Alors, t'es prêt à fuir maintenant que tes copains sont à terre ?» Dan n'attendit pas la fin de la phrase. Il fonça vers Rio, le poing levé. Mais Rio se contenta de se décaler d'un pas et lui enfonça la garde de son épée en plein estomac. Dan vomit instantanément son petit déjeuner. Sans lui accorder plus d'attention, Rio s'agenouilla auprès de ses amis pour les soigner. « Vous avez besoin de plus d'endurance, » leur dit-il calmement. « Comme ça, la prochaine fois, aucun idiot dans son genre ne pourra vous prendre par surprise. Mais avant tout, » ajouta-t-il, « il fallait qu'ils se reposent et récupèrent. » Ils se rendirent donc au bain public, où Ido, le prêtre, en profita pour soigner la blessure de Rio causée par la balle de vent. Curieux, tous lui demandèrent comment il avait pu être blessé, lui, si fort. Mais Rio préféra garder le silence sur sa rencontre avec la démone. Ce soir-là, il n'avait qu'un objectif. Peu de temps après, Amon, Niels et Ito commencent à explorer le donjon en tant qu'équipe. Pendant que Niels et Amon combattent des gobelins, Ito reste en arrière pour les assister et les soigner lorsqu'ils sont blessés. Niels commence à récolter les pierres magiques sur les corps des gobelins, tandis qu'Ito soigne Amon. Tous deux discutent de la dangerosité de leur rencontre avec CES Créatures. Niels suggère qu'ils devraient battre en retraite, car aller plus loin serait trop risqué, d'autant plus qu'ils n'auraient jamais dû croiser des archers gobelins dès le 4e étage du donjon. Ito partage son avis. Amon, quant à lui, souhaite encore traquer quelques monstres afin de gagner un peu plus d'argent. Mais Niels se rappelle les paroles d'Abel. Astérisque. Ne jamais risquer sa vie pour des choses secondaires. Astérisque, finalement, ils remontent à la surface. Ce fut, sans le savoir, leur meilleure décision du jour,
car quelques étages plus bas, un groupe d'aventuriers venait d'être décimé par un monstre gigantesque et terrifiant. De retour à la surface, Rio repense à la magie de Léonore, qui était tout simplement hors du commun. Pourtant, il avait réussi à l'égaler en vitesse d'incantation. Il se promet alors de renforcer ses points forts et d'éliminer ses faiblesses. Cela lui rappelle qu'il n'avait pas réussi à suivre Léonore lorsqu'elle utilisait sa magie de vent pour se déplacer. Un peu envieux de ce type de magie, il décide de ne pas se laisser aller à la jalousie et de trouver une solution à sa manière. Il pense à utiliser des jets d'eau pour se propulser vers l'avant. Il l'a déjà fait sous l'eau, mais il ne sait pas si cela fonctionnera sur la terre ferme. Il commence par créer une plateforme de glace devant lui, puis lance des centaines de petits jets d'eau à partir de son dos pour tenter de se propulser en avant. Résultat, il avance à peine plus vite qu'une vieille dame traversant un passage piéton. Déçu, Rio soupire, mais finit par qualifier l'expérience de astérisque, travail en cours, astérisque, tout comme, selon ses mots, sa santé mentale. Il se rend ensuite à la bibliothèque pour approfondir ses connaissances sur les démons et l'alchimie. À ce même moment, Lynn, la modeste magicienne de l'équipe d'Abel, y étudie également. Elle cherche désespérément dans les livres une trace d'un sort capable de créer un mur de glace assez épais pour écraser un golem, mais sans succès. Cela la rassure, car elle veut croire que Rio n'est qu'un imposteur ayant trompé Abel. À ses yeux, seuls les plus puissants mages du continent pourraient user de sorts aussi redoutables. Alors qu'elle replace un ouvrage sur l'étagère, elle aperçoit Syrah, la jeune elfe. Les deux filles s'échangent des salutations et échangent quelques banalités. Mais Syrah se rappelle soudain qu'elle doit retrouver son groupe et prend congé. De leur côté, Amon et les autres retournent à la guilde. À peine arrivés, Niels se met à bégayer comme un idiot en voyant Nina, la réceptionniste. Ido lui donne une tape sur la tête avant d'expliquer à Nina qu'ils ont trouvé des archers gobelins au 5e étage du donjon, ce qui est totalement inédit, et qu'ils sont revenus en toute hâte pour le signaler. Nina vérifie les pierres magiques qu'ils ont apportées, puis se précipite pour avertir le maître de guilde, les remerciant pour cette information capitale. Lorsque Hugues apprend que des gobelins ont été repérés au 5e étage, il fronce les sourcils. Ces monstres ne devraient apparaître qu'à partir du 10e étage. Il y voit un signe annonciateur d'un problème bien plus grave. Sans perdre de temps, il ordonne à Nina de convoquer immédiatement toutes les équipes de rang B et au-dessus. Mais Nina lui rappelle qu'il n'y a actuellement que 2 groupes de haut rang en ville, l'équipe Épée écarlate d'Abel et la astérisque Brigade blanche astérisque. Peu après, Abel et ses compagnons se dirigent vers le bureau de Hugues. Abel, en apprenant qu'il devra collaborer avec la Brigade blanche pour cette mission, ne cache pas son agacement. Il n'a jamais apprécié leur chef. Les filles de son groupe le taquinent, lui disant d'arrêter de faire sa diva, ce qui le calme un peu avant d'entrer dans le bureau. À l'intérieur, Phelps, le chef de la Brigade blanche, est déjà installé. Abel se force à ne pas grimacer en le voyant. Une fois que les 2 leaders sont assis, Hugues leur expose la situation. Des gobelins ont été découverts au 5e étage du donjon et l'information est confirmée. Il leur annonce que l'épée écarlate et la astérisque Brigade blanche astérisque devront explorer le donjon ensemble pour vérifier s'il y a des signes d'une potentielle éclosion de monstres. Il leur rappelle que la dernière éclosion a eu lieu il y a 10 ans, et bien que cela semble prématuré, la possibilité d'un nouvel incident ne peut être écartée. Pour cette mission, il leur offre une avance de 100 pièces d'or et promet 200 pièces supplémentaires une fois la mission achevée. Mais Abel, méfiant, lui demande si leur tâche se limite simplement à une mission d'enquête. Hugues confirme, mais alors Phelps intervient. « Et si l'éclosion a déjà commencé, que devons-nous faire ?» Le maître de guilde répond sans hésiter. « Dans ce cas, vous remontez immédiatement à la surface. Nous fermerons les murs autour du donjon et demanderons l'aide des chevaliers pour contenir les monstres. » Il leur explique qu'il a déjà informé le seigneur et le quartier général des chevaliers, car si c'est vraiment une épidémie de monstres, ils doivent s'y préparer sérieusement. Il demande ensuite aux 2 groupes s'ils acceptent cette mission, et ceux-ci acquiescent aussitôt. Le lendemain, Rio se prépare à visiter la bibliothèque du Nord au moment même où ses colocataires se réveillent. Il leur dit qu'il comptait approfondir ses connaissances en alchimie et qu'il avait entendu dire que cette bibliothèque possédait des ouvrages traitant de sujets plus avancés. Ito confirme, ajoutant que les aventuriers de rang D ou supérieur peuvent y accéder.
Amon, de son côté, mentionne des rumeurs selon lesquelles des livres interdits y seraient aussi entreposés. Ryo est très excité à l'idée, mais Ito le calme rapidement en lui précisant qu'il faut être au moins aventurier de rang B pour consulter ces ouvrages interdits. Les garçons lui souhaitent bonne chance dans sa quête de savoir, avant de se préparer pour une nouvelle expédition dans le donjon. Ryo arrive bientôt à la bibliothèque du Nord et il apprécie immédiatement l'atmosphère du lieu. Il commence à chercher les livres dont il a besoin, en se disant que s'il demande directement à quelqu'un de lui montrer des livres sur les démons, il risque de semer la panique. Mais alors qu'il monte les escaliers menant au premier étage, il aperçoit la jeune elfe Syrah et en tombe immédiatement sous le charme. Pendant ce temps, Hugh et les 2 groupes d'élite arrivent aux portes du donjon. Alors qu'ils s'apprêtent à les ouvrir, Abel retient Hugh. Son instinct lui dit que quelque chose ne va pas. Il demande à Lynn d'utiliser sa magie du vent pour sonder le premier étage à la recherche de monstres. Celle-ci s'exécute immédiatement et découvre des centaines de créatures massées juste derrière la porte. La panique s'empare du groupe en entendant cela. C'est la preuve irréfutable que la grande épidémie de monstres a bel et bien commencé. Hugh donne alors l'ordre à tout le monde de battre en retraite et de contacter les chevaliers ainsi que la guilde. À la guilde, Niels et les autres remarquent l'avis annonçant la fermeture du donjon et pensent aussitôt que cela a un lien avec les archers gobelins qu'ils avaient découverts. C'est alors qu'un homme surgit en courant, annonçant que l'épidémie de monstres a commencé et que tous les aventuriers sont requis sur les remparts entourant le donjon pour stopper l'invasion. Pendant ce temps, Ryo et Syrah, eux, n'ont cessé de se fixer du regard, comme si le monde autour d'eux s'était figé. Et puis, enfin, elle brise le silence en disant qu'ils se retrouvent à nouveau. Ils se présentent mutuellement, et Syrah lui demande alors s'il cherche quelque chose de particulier. Ryo manque de lâcher qu'il cherche des informations sur les démons, mais il se rattrape à temps et prétend vouloir apprendre l'alchimie pour créer des golems. Syrah est impressionnée par une telle ambition, car créer des golems n'est pas une tâche facile. Cependant, elle lui explique qu'il n'existe pas de livre traitant précisément de ce sujet. Elle l'invite tout de même à la suivre, car elle peut lui indiquer les ouvrages les plus utiles. Elle connaît presque tout de cette bibliothèque. En chemin, ils se mettent à discuter de livres et de vie d'aventurier. Syrah lui révèle alors qu'elle est la seule membre d'un groupe d'aventuriers de rang B, appelé Asterisk Wind Asterisk. Ryo lui fait remarquer qu'un ami lui avait dit qu'il n'y avait qu'une seule elfe en ville, ce à quoi Syrah répond que les elfes ne se mêlent généralement pas aux humains. Mais elle est une exception. Pendant ce temps, tous les aventuriers de la ville se sont regroupés sur les remparts entourant le donjon. Très vite, les monstres brisent la lourde porte d'entrée. Hugh ordonne aussitôt à tous les combattants de lancer des attaques magiques et des flèches. Une bataille féroce débute contre l'armée de gobelins. Les chevaliers arrivent bientôt en renfort et la situation semble progressivement sous contrôle. Pourtant, Hugh reste inquiet. Il y a bien plus de monstres qu'au cours de la dernière épidémie. Entre-temps, le groupe d'Abel finit par manquer de flèches. Mais à ce moment-là, Niels arrive avec un tonneau plein de projectiles, accompagné d'un message de Hugh. Son groupe doit se charger du monstre-chef une fois la vague de gobelins neutralisée. Bientôt, la majorité des gobelins est éliminée, et Hugh donne l'ordre à Abel et à Phelps de mener leurs groupes respectifs au cœur de la bataille. Ils sautent tous du haut des remparts, et Lim utilise sa magie du vent pour ralentir leur chute. Sans perdre de temps, ils foncent en avant, éliminant rapidement les gobelins restants jusqu'à atteindre la porte, où ils se positionnent pour attendre l'arrivée du boss. Peu après, un général gobelin surgit, et il pense que tout sera terminé une fois qu'ils l'auront éliminé. Mais 2 autres généraux le suivent, et Abel comprend aussitôt qu'ils font face à un roi gobelin. Il déclare qu'ils doivent absolument neutraliser les généraux avant que le roi n'entre en scène, sinon ils deviendront bien trop puissants. Il décide alors que lui et Phelps affronteront chacun un des généraux, tandis que Lynn et Licia s'occuperont du 3e. Le combat commence. Abel parvient à trancher les bras de son adversaire, mais à cet instant, il aperçoit le roi gobelin apparaître à l'entrée du donjon. Il hurle aussitôt à tout le monde de se jeter au sol. L'instant suivant, une puissante lame de vent surgit de l'entrée, éliminant les 3 généraux gobelins d'un seul coup. Tous sont sous le choc devant la puissance et la cruauté du roi gobelin. Mais Abel et Phelps savent qu'ils sont les seuls capables de l'affronter. Ils se lancent ensemble à l'assaut du roi gobelin, mais leurs armes ne parviennent pas à percer son armure. Soudain,
Abel fonce droit sur lui, utilisant sa compétence spéciale pour devenir intangible, tel un fantôme, et esquiver l'attaque ennemie. Il en profite pour s'approcher au plus près et utilise sa technique de combat pour viser le cœur. Mais il échoue à l'achever. Le roi tente aussitôt de contre-attaquer, mais Abel disparaît de nouveau et crie à l'un de porter le coup de grâce. Les lances de Vendeline traversent l'air et transpercent le roi gobelin, qui s'effondre finalement. Tout le monde pousse un soupir de soulagement, pensant que la victoire est enfin acquise. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le véritable danger n'a pas encore fait son apparition. Quelque chose d'encore plus terrifiant les attend dans les profondeurs du donjon.